Professeur Alain Aspect, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est effectivement un grand honneur de pouvoir aujourd'hui à la fois vous interviewer et vous écouter. Dites-moi pour commencer combien de temps nous avons, parce que je suis capable, ceux qui me connaissent savent que je suis capable d'être très bavard, mais comme je suis aussi un professionnel, je suis aussi me tenir dans le temps. Regardez, vous avez un timer devant vous, il nous reste 29 minutes et 40 secondes. D'accord. C'est trop court? Non, non, pas du tout, je vais m'adapter. Peut-être que je vais dire un mot pour vous présenter, parce que c'est toujours délicat de se présenter soi-même, donc pour rappeler un petit peu vos travaux. Je ne dirai rien sur le quantique, parce que j'en serais bien incapable en revanche. Donc vous avez reçu en 2022 le prix Nobel de physique, parce que vous avez justement dédié votre carrière, vos recherches et vos expériences au phénomène quantique, et notamment à l'intrication quantique. Vous saurez nous dire de quoi il retourne. Mais surtout, ces travaux, pour mieux comprendre peut-être, eh bien, ça a permis d'arbitrer un débat historique entre Einstein et Bohr, et vous avez donné tort au premier. Vous avez aussi... Je vais protester, mais continuez. Je protestais contre la formule, contre la façon brutale de dire les choses. J'ai hâte. Bon, j'espère pas me tromper en tout cas en disant que vous avez accompagné des générations de chercheurs et d'étudiants au CNRS, à l'Institut d'optique, Université Paris-Saclay, à Polytechnique. Vous avez été dans les laboratoires, vous avez été aussi aux côtés des startups, puisque vous avez fait le passage à la startup en cofondant Pascal. C'est une des entreprises européennes les plus avancées en matière d'ordinateurs quantiques. Là non plus, je n'expliquerai rien du tout, je vous laisserai le faire. Et puis... Vous avez récemment publié un livre qui est destiné au grand public, qui s'intitule « Si Einstein avait su », que vous dédicacerez tout à l'heure d'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet. Donc ensemble, on va se pencher sur cet univers du quantique. Et je crois que vous vouliez expliquer que j'avais tort, donc je vous propose peut-être de débuter là-dessus et surtout de saisir cette occasion pour peut-être expliquer ce que c'est que le point de départ du quantique et qui vient en fait de la physique. Alors pourquoi j'ai un tout petit peu protesté? Parce que il y a eu un débat entre Bohr et Einstein, et en fait, ce débat portait sur la vision qu'ils ont du monde. C'est-à-dire, c'était un débat non pas de nature scientifique, mais un débat de nature épistémologique. Il faut savoir, là je vais vous résumer mon livre un petit peu, parce qu'il ne faut pas que je dise tout, sinon vous ne l'achèterez pas. Donc, il y a eu deux débats entre Bohr et Einstein. Il y a eu un débat en 1927 au congrès Solvay. Einstein arrivait avec ce qu'il appelle des expériences de pensée. Il disait, voilà, si j'avais une fente infiniment fine, je pourrais mesurer ceci, cela, autre chose. Et il disait à Bohr, tu vois bien que j'arrive à mesurer la position et la vitesse d'une particule mieux que ce qui est dans le formalisme que tu as mis au point. Le formalisme, ça veut dire les mathématiques que tu as mis au point. Ça prouve donc que ton formalisme est insuffisant, qu'il faut le compléter, puisque moi, je peux mesurer les choses mieux que ce que dit ton formalisme. Et à chaque fois, Bohr est revenu avec un argument scientifique, imparable, et il n'y avait pas de discussion. Bohr contrait, il disait, mon cher Albert, je suis désolé, mais tu as oublié que la fente, c'est aussi un objet quantique, et si tu prends ça en compte, tu vois bien que ton argument ne tient pas. Donc ça, c'est le premier débat. Et ceci a fait que beaucoup de physiciens sont restés sur l'idée que Bohr avait toujours répondu à Einstein et donc il n'y avait pas de sujet. Et c'est ce que j'ai entendu un très grand nombre de fois quand j'ai commencé mon travail en 1974, qui justement visait à trancher entre le point de vue de Bohr et d'Einstein. Parce que le débat a rebondi en 1935 avec une nouvelle expérience de pensée qui portait non pas sur une seule particule, mais sur deux particules intriquées. Et le coup de génie d'Einstein et de ses collègues, ça a été de comprendre que les propriétés un peu bizarres de ces deux particules intriquées, si on croyait au formalisme mathématique, il n'y avait pas de raison que ces propriétés bizarres disparaissent quand les particules étaient loin l'une de l'autre. Et là, ça devenait très bizarre, parce que deux particules intriquées, on a l'impression qu'elles sont en permanence en contact. Alors si c'est les deux électrons qui sont à l'intérieur de l'atome d'hélium, ils sont à quelques nanomètres, à moins d'un nanomètre l'un de l'autre, ça ne dérange personne de penser qu'elles sont en contact. Mais si vous les mettez à 10 mètres, ou à 10 km, là, c'est plus bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire de trucs en contact à 10 km? Et donc, Einstein, à l'aide de cette expérience de pensée, a conclu que
comme il le pensait depuis le début, la physique quantique n'est qu'une étape intermédiaire dans la description du monde microscopique, qu'il y a un moyen plus fin de décrire les choses. Et il fait un raisonnement que je ne vais pas faire maintenant parce que nous n'avons plus que 24 minutes. Mais achetez le livre, vous verrez, c'est bien expliqué dedans. Mon éditrice sera contente. Moi aussi. Donc, il démontre, il fait une démonstration qu'il faut compléter le formalisme quantique. Et là, la réponse de Bohr n'est pas du tout une réponse imparable. C'est une réponse de nature épistémologique sur la conception qu'ils se font du monde. À gros traits, Einstein pense que quand j'ai un objet ici, cet objet a une réalité physique intrinsèque. Au contraire, Bohr pense que l'objet qui est ici, alors pas un verre, mais un objet microscopique, l'objet qui est ici, je ne peux pas parler de sa réalité physique sans parler de l'appareil qui va faire la mesure. Et suivant que je prendrai un premier appareil ou un deuxième appareil, j'attribuerai une réalité physique différente à l'objet qui est là. On est dans la philosophie, on est dans l'épistémologie. Et le résultat des expériences que nous avons faites, John Clauser en 72, moi en 82, Zeilinger des années plus tard, le résultat des expériences, c'est que le point de vue épistémologique d'Einstein doit être abandonné. Mais voyez, ce que j'aime pas, c'est quand on dit Einstein s'est trompé. Si on écrit 2 plus 2 égale 5, on se trompe. Là, c'est autre chose. C'est le point de vue d'Einstein sur le monde auquel on doit renoncer. Et donc, il faut accepter ces propriétés extraordinaires de l'intrication, et ce sont ces propriétés qui vont permettre l'émergence de ce qui vous intéresse, vous, aujourd'hui ici, l'émergence des technologies quantiques. Et donc, si vous voulez bien, on va parler un peu plus de ça. Absolument. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont ces technologies et aujourd'hui, notamment, ce fameux ordinateur quantique dont on entend parler, quand est-ce qu'il sera prêt? À quoi il pourrait servir? Donc, vaste question. D'abord, je vous ai parlé de l'intrication. Donc, 2 particules qui, en un certain sens, ne font qu'un. Et ça va donner naissance à 2 classes d'applications. Les applications dans lesquelles on va exploiter le fait que quand les 2 particules sont loin l'une de l'autre, elles continuent en quelque sorte à rester en contact, c'est ce qu'on appelle la non-localité quantique. C'est ce qui va permettre de transférer de l'information quantique d'un endroit à un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, transférer d'informations quantiques? Ça veut dire qu'imaginez que j'ai un ordinateur quantique ici. Il sort un résultat. Ce résultat, c'est la description quantique de l'état d'un système. Ce n'est pas quelque chose que je peux lire. Ça existe, c'est un objet mathématique, mais ce n'est pas quelque chose que je peux lire. Et si je le lis, je vais le dégrader. Eh bien, la téléportation quantique, alors ne fantasmez pas, la téléportation quantique, ça ne consiste pas à envoyer M. Martin sur la Lune. La téléportation quantique, ça consiste à être capable de prendre cette information quantique qui est ici et à l'envoyer là-bas à l'entrée d'un deuxième ordinateur quantique qui est là, sans l'avoir dégradé au passage. Vous voyez que le jour où on aura des ordinateurs quantiques vraiment très performants, ça va être un enjeu considérable. C'est un enjeu aussi important que le jour où, par exemple, dans la télécommunication à fibre optique, on a appris à amplifier l'impulsion lumineuse directement dans la fibre optique, au lieu de la détecter, la mettre sous une forme d'un signal électronique, amplifier et réémettre une impulsion lumineuse. Ça, c'était un gâchis terrible. Et un jour, on a appris directement, l'impulsion, forcément, elle s'affaiblit dans la fibre optique, et à un moment donné, tac, on la remonte avec un amplificateur optique, et ça repart. N'est-ce pas? Voilà, nous avons un expert ici, de chez Nokia Bell Labs. Et donc, ça, c'est une première application. Deuxième application, qui marche déjà, il faut que vous le sachiez, la cryptographie quantique. La cryptographie quantique, elle va permettre à 2 amis, Alice et Bob, on les appelle traditionnellement, au début on les appelait A et B, et puis des gens ont trouvé malin de les appeler Alice et Bob, ce qui est plutôt sympathique. Par contre, ce qui n'est pas malin, c'est que l'espion qui s'appelle eavesdropper, ils l'ont appelé Eve. Alors ça vaut régulièrement des ennuis avec les féministes. Ah oui, évidemment, l'espion, c'est une femme. Donc du coup, moi, quand je fais des dessins, Ève, je lui mets une moustache, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté.
Donc Alice et Bob veulent transmettre une information sans donner aucune possibilité à l'espion de décoder le message. Je vais simplifier outrageusement, mais vous pouvez lire des choses sur le sujet. Ce que dit la non-localité quantique, et ce que mon expérience a démontré, c'est que quand les deux particules se propagent et vont être détectées une ici et une là, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas quel va être le résultat de la mesure. Il y a une indétermination fondamentale. Alors, on peut avoir deux résultats possibles. On va les appeler +1 ou -1. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si c'est +1 ou -1. Mais la non-localité quantique, c'est le fait que si on a +1 ici, on a +1 là. Et si on a -1 ici, on a -1 là. Et avec ça, Alice et Bob vont pouvoir générer deux clés de codage strictement identiques, c'est-à-dire une suite aléatoire de 1 et de -1 qui vont permettre de coder le message. Et les deux clés étant strictement identiques, on peut les utiliser. Il y a un théorème de mathématiques dû à Claude Shannon qui montre que, c'est des mathématiques, là, c'est pas de la physique quantique, qui montre que ça va marcher. Oui, alors déjà, où est la non-localité? Elle est dans le fait que ce n'est qu'au dernier moment que ça va être soit +1, soit -1, -1. Donc pour l'espion qui est ici, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à espionner. Alors ce genre de raisonnement, c'est celui que j'adore parce qu'il repose sur une image intuitive qui est contestée par certains de mes collègues, et c'est leur droit le plus strict. Mais mes collègues qui ne veulent pas entendre parler de non-localité quantique, ils n'ont comme seul choix que de s'enrôler dans l'église dite « Shut up and calculate ». Tais-toi et ne pose pas de questions. C'est mon ami Bill Phillips, prix Nobel en 97 avec Claude Cohen-Tanucci, qui dit « During the week, I belong to the church of shut up and calculate », ce qui est la majorité des physiciens qui font du quantique. On fait des équations, on fait des calculs, on compare aux résultats des expériences, ça marche, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Mais Bill Phillips dit « But on weekends, I visit other churches », c'est-à-dire il accepte d'essayer d'ouvrir un peu la boîte et de regarder dedans. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, par exemple, j'aime l'image de non-localité parce qu'elle me donne l'intuition pourquoi cette méthode de cryptographie quantique va marcher. Alors après, quand cette intuition m'a dit « là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant », je vais faire les calculs, comme tout le monde. Parce qu'il faut bien comprendre, on a parlé de mystère de la physique quantique. Pourquoi c'est mystérieux? Je ne vais pas dire que ce n'est pas mystérieux. Pourquoi c'est mystérieux? C'est parce qu'à la différence de toutes les... J'ai un œil sur l'heure. À la différence de toutes les théories physiques qu'on avait jusque-là, qui décrivaient les objets, les particules qui se déplacent, les champs électriques qui se propagent, etc. C'était une description qui se faisait dans notre espace. On pouvait parler, on pouvait dire, voilà, l'onde électromagnétique, elle part d'ici, elle va là, elle se propage à 300 000 km par seconde. J'ai un champ électrique qui fait comme ça, un champ magnétique qui fait comme ça, ou une trajectoire de particules. Bon. En mécanique quantique, ça ne se passe pas comme ça. En mécanique quantique, vous avez un espace abstrait qu'on appelle un espace de Hilbert. C'est un espace mathématique. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont quand même fait un petit peu, par exemple, les classes préparatoires ou autres. C'est un espace vectoriel, muni d'une norme, un espace de Hilbert. Mais c'est un espace absolument abstrait. Et vous allez décrire l'objet quantique qui est devant vous par un vecteur dans cet espace vectoriel. Et vous allez faire les calculs là-dedans. Alors, à la fin, vous posez la question, et si je mesure ça, qu'est-ce que j'obtiens? Et le formalisme vous permet de répondre à la question. Il vous dit, voilà, si vous faites la mesure, là, vous avez 50% de chance de trouver +1, 50% de chance de trouver -1, et si maintenant vous faites une mesure conjointe ici et là, vous trouvez une corrélation totale, si c'est +1 ici, c'est +1 là. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça ne vous le dit pas. Et c'est pour ça que moi, je développe en plus cette image de non-localité quantique, parce qu'à la fin, moi, j'ai un labo. J'ai une source ici qui émet mes deux photons, un vers la gauche, un vers la droite. Et ces photons, je sais qu'ils se propagent à 300 000 km par seconde. Et donc, je veux décrire tout ça. Et là, je n'ai plus le choix. Il faut que j'implique la non-localité.
Si on revient aux entreprises, alors moi, mes classes préparatoires, elles étaient littéraires, donc autant dire que je ne pourrais plus suivre cette conversation très bientôt. Si on revient aux entreprises, au cas d'usage, au cas d'application, si on pense industrie par exemple, est-ce qu'il y a déjà une idée un peu précise de l'utilité de ces ordinateurs quantiques ? J'étais en train de développer, là, parce que là, je vous ai parlé... 15 minutes 06. Je vous ai parlé des applications de l'idée de non-localité qui se décline donc sur 2 sujets. La téléportation quantique qui marche presque et qui sera essentielle lorsqu'on voudra transférer de l'information quantique, et la cryptographie quantique qui marche déjà. Ça demande des infrastructures un peu lourdes à mettre en œuvre, mais si c'est un enjeu crucial, ça fonctionne. Et puis, vous avez le fait que les 2 particules, c'est davantage que la somme des propriétés que vous pouvez attribuer à l'une et que les propriétés que vous pouvez attribuer à l'autre. Ça veut dire que vous avez davantage d'informations dans 2 particules quantiques intriquées, dans 2 bits quantiques intriqués, que vous n'en auriez dans 2 bits classiques, parce que dans 2 bits classiques, une fois que vous avez décrit le premier et décrit le second, vous savez tout ce que vous avez à savoir. Alors qu'en physique quantique, il faut décrire l'ensemble et il y a un peu plus d'informations. Alors quand vous n'en avez que 2, ce n'est pas énorme le supplément d'informations. Mais quand vous en avez 3, il y a 2 fois plus. Quand vous en avez 4, il y a 2 fois plus. Et vous connaissez tous, même les littéraires, l'histoire du jeu d'échecs où vous mettez un grain de blé sur la première case, 2 grains de blé sur la deuxième, et quand vous arrivez à la 64, 2 puissance 64, c'est un nombre que j'arrive même pas à vous dire. C'est des milliards de milliards de milliards. C'est un nombre de tonnes de blé absolument faramineux, etc. Donc vous voyez qu'une fois que vous avez 100 bits quantiques intriqués, vous avez là-dedans... Vous pouvez mettre là-dedans une quantité d'informations phénoménale, absolument phénoménale. Donc, premièrement, vous pouvez la stocker. Et deuxièmement, vous pouvez, en faisant une opération globale sur le système, transformer toute cette quantité d'informations d'un seul coup. Ça s'appelle du parallélisme massif. Donc, ça offre des possibilités extraordinaires. C'est ça l'idée de base de l'ordinateur quantique. Alors maintenant, j'en viens... aux limites. D'abord, il faut savoir que l'ordinateur quantique idéal, tel que je viens de le décrire, avec 100 bits quantiques idéaux intriqués, il n'existe pas. Je ne sais pas quand il existera. On pourra y revenir dans un moment sur ce qu'on peut dire de l'avenir. Mais il y a des versions dégradées dans lesquelles on a quelques centaines de bits quantiques. Et donc, ça, c'est l'idée de base. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs problèmes. Premièrement, l'ordinateur quantique idéal n'existe pas. Deuxièmement, la version dégradée qu'on appelle le simulateur quantique sait faire un certain nombre de choses et à peu près au moment où il est en train de prendre l'avantage quantique. Prendre l'avantage quantique, dans l'esprit de tout le monde, ça veut dire qu'on va être capable de faire des calculs qu'on ne sait pas faire avec un ordinateur classique. Alors, je vais vous citer un exemple. La machine d'Antoine Broès à l'Institut d'optique, qui est la machine mère en quelque sorte de celle que développe Pascal. Le but de Pascal est de prendre la manip de recherche d'Antoine Broès, qui est une manip de chercheur, qui est en permanence en train d'évoluer, qui demande des experts pour la faire marcher. L'idée de Pascal, c'est de construire une machine qui sera presse-bouton et qu'on pourra mettre dans les mains des informaticiens qui n'auront pas besoin de savoir ce qu'il y a dans le moteur de la machine. Antoine Broès est capable de résoudre un problème qui est connu chez les physiciens, qui s'appelle problème d'Ising. J'insiste beaucoup, quand les gens vous annoncent qu'ils ont l'avantage quantique, demandez-vous s'ils traitent un problème qui existait avant ou s'ils ont juste fait n'importe quoi et puis ils disent « Ah mais vous voyez ce résultat, si j'avais voulu le calculer avec un ordinateur normal, il aurait fallu alors 1 siècle, 1000 siècles, etc. » Mais ça n'a aucun intérêt puisque ce problème n'intéressait personne. Donc Antoine Broès résout un problème qui intéresse les physiciens depuis des décennies, qui s'appelle le problème d'Ising, avec plus de 100 particules, et ça, aucun ordinateur classique n'est capable de le résoudre par la force brute, c'est-à-dire en prenant les équations, en essayant de les résoudre. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'appelle ça une compétition très saine, scientifique très saine. C'est que les gens des ordinateurs classiques, qui ne sont pas des manches, hein, ils sont extrêmement forts, ils ont accumulé des décennies et des décennies de savoir-faire, ils développent des méthodes d'approximation pour obtenir le résultat, pour résoudre ce problème. Et ils ne sont pas sûrs que leurs approximations sont valables. Et Broès n'est pas certain
que sa machine a donné le bon résultat, parce qu'une machine, c'est jamais qu'une machine. Ils comparent les résultats, ils ont la même chose. Donc on est dans cette situation où on est à peu près, parce que quand Broès va le faire avec 200 ou 300 ou 400 particules, probablement que les méthodes d'approximation ne marcheront plus. Mais le fait déjà qu'on arrive à le tester à ces niveaux-là, c'est intéressant. Donc on en est à peu près à ce stade-là. Donc, avantage quantique, je pense qu'on va le démontrer dans certains cas très particuliers. Alors, au passage, avant que j'oublie, mettez-vous bien au fond de votre tête que avantage quantique, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être faire les mêmes calculs que l'ordinateur classique en dépensant beaucoup moins d'électricité. Et comme vous avez entendu dire qu'avec l'intelligence artificielle, ils veulent rien moins que d'avoir un réacteur nucléaire pour alimenter leur centre, c'est sûrement un enjeu intéressant. Donc il faut avoir un œil sur les deux côtés. Donc j'en étais donc à l'ordinateur, au simulateur quantique. Alors il faut que vous sachiez qu'on a un problème de hardware, c'est-à-dire il faut améliorer les ordinateurs quantiques que nous avons. Les améliorer, ça veut dire avoir des bits quantiques de plus en plus parfaits, avec un certain nombre de candidats qui sont dans la course. Vous avez les atomes neutres de Rydberg, ça c'est Antoine Broès et Pascal. Vous avez les ions, en France malheureusement on n'en a pas, mais vous avez aux États-Unis IonQ, vous avez aussi en Autriche, et vous avez les photons qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis, vous avez tout ce qui est circuit supraconducteur, donc IBM, Google, Microsoft qui raconte n'importe quoi. Je ne parle pas des chercheurs de Microsoft. Les chercheurs de Microsoft, l'article qu'ils ont publié il y a 3 semaines, c'est un vrai article de scientifique. Mais le communiqué de presse de Microsoft est un véritable scandale. Vous regardez ce qu'il y a dans l'article et vous regardez le communiqué de presse, vous vous demandez, alors les gars du comité de presse sont probablement pas capables de lire l'article, mais vous vous demandez même s'ils ont discuté avec les gens qui ont écrit l'article. C'est un scandale absolu, hein, il faut quand même le savoir. Bon. Donc, vous avez... Mais par contre, c'est intéressant. Ce que fait IBM, par exemple, est intéressant. Mais IBM ne vous raconte pas des salades. Je les ai visités il n'y a pas longtemps. Ils vous racontent, 1929, on aura peut-être quelque chose d'intéressant. Ils sont là, ils sont sur la table ronde d'après IBM. Qui? IBM? Ouais. Ben, j'ai pas dit de mal. Ben, il le sait. J'ai visité l'autre jour, j'étais à New York l'autre jour. J'ai été assez impressionné par le fait que, justement, ce sont des scientifiques qui ne racontent pas n'importe quoi. Alors, je ne sais pas ce que valent les communiqués de presse d'IBM, mais en tout cas... Bon, et donc, notre écosystème français, justement, il se situe comment comparativement? Le système français, il se situe très bien parce qu'il y a cette longue tradition de recherche fondamentale. On peut énumérer les prix Nobel dans le domaine du quantique. Bon, on va pas remonter à Louis de Broglie 1923, mais on va quand même le citer parce que c'est important sur le plan historique. On a eu Alfred Kassler 1966, on a eu Claude Cohen-Tanouji, on a eu Serge Haroche. J'en oublie ou pas? Non, mais juste sur le quantique. Et puis moi, ça uniquement sur le quantique, sans parler des autres prix Nobel, de Gênes et compagnie, qui sont sur autre chose. Et de Gênes travaillait aussi, d'une certaine façon, sur le quantique, mais moins directement. Donc on a cette longue tradition. Et cette longue tradition fait que nous avons, si j'ose dire, un terreau de gens bien formés. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, et je confirme, vu du côté des universitaires qui s'intéressent à la formation de start-up, oui, l'écosystème français est extrêmement favorable à l'émergence. On a des gens ici qui connaissent ça par cœur. Il est Contonation. Il est vraiment favorable à l'émergence des start-up. Je ne citerai qu'un seul point. Un chercheur du CNRS a le droit de travailler 1 jour par semaine dans une start-up sans même demander l'autorisation. S'il veut travailler davantage, il faut qu'il demande l'autorisation. Donc, il y a vraiment un encouragement au premier démarrage des start-up. Après, vous avez un institut comme le mien, l'Institut d'optique, je vais faire un peu de publicité, étant un institut privé reconnu d'utilité publique, etc., on a quelques souplesses que n'ont pas tous les laboratoires publics. Lorsque Pascal a voulu démarrer, on leur a tout simplement donné une grande pièce dans l'Institut d'optique, dans laquelle ils ont pu démarrer. Et là, on a bénéficié de l'avantage qui existe à Stanford, à MIT, dans tous ces endroits qu'on connaît aux États-Unis, qui est que les gars de Pascal, à midi, ils mangeaient avec les gens de l'équipe de Broès.
Et donc, à chaque jour, ah oui, on a tel problème pour faire ça. Ben oui, nous, on avait eu ce problème, voilà comment on l'a résolu. Et voilà un autre exemple. Alors, ce n'est pas tout à fait facile dans les vrais établissements publics, mais en tout cas, dans un certain nombre d'établissements comme le nôtre, qui sont quand même beaucoup publics, mais qui ont un petit côté privé, on sait faire ces choses-là. Et donc, je crois que le développement des startups ne pose pas de problème. Après, je crois que le passage au niveau ETI, je ne crois pas que c'est un secret qu'en France, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres pays. Mais en tout cas, le démarrage des startups dans le quantique, il se trouve donc que je suis membre cofondateur de Pascal, je suis dans le conseil scientifique de Candela, qui fait des photons, qui fait de l'ordinateur quantique avec des photons. Je suis dans le conseil scientifique d'une boîte qui fait des mémoires quantiques qui s'appelle WeLink. Et à chaque fois, vous pouvez discuter avec les gens qui ont fondé ces boîtes. Ce sont des gens qui vous disent oui, franchement, parce qu'il y a des aides, il y a des prix, il y a ceci, il y a cela. Ils vous disent oui, démarrer une start-up en France, c'est plutôt bien. Donc on a une réussite sur le passage de la recherche à la start-up. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on réussit le passage, non pas de la start-up à l'ETI, on en parlera d'ailleurs avec beaucoup des intervenants que vous venez de citer dans la table ronde d'après, mais comment est-ce qu'on réussit le passage de la start-up aux entreprises, aux marchés qu'elles sont censées adresser? Bon, alors, je crois que là, j'écoutais tout à l'heure, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas que vous pensiez que le quantique est au même niveau que l'intelligence artificielle. Le quantique est au niveau où probablement l'intelligence artificielle était il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Et là, tant pis pour le temps, je vais vous rappeler que le parcours, découverte fondamentale, maîtrise du sujet, premières applications et impact sur la société, ça se compte en décennies, mais beaucoup de décennies. Je vais juste vous donner l'exemple de la première révolution quantique. La mécanique quantique émerge entre 1900 et 1925. En 1925, ça y est, on l'a, le formalisme, l'équation de Schrödinger. Il faut attendre 22 ans pour la première application qui est le transistor. Le transistor a été inventé par un bricoleur. C'était les meilleurs scientifiques de l'époque qui utilisaient la physique quantique pour décrire le mouvement des électrons dans les semi-conducteurs. Donc, 1925, on a le formalisme. 1947, on a le transistor. La fin des années 50, on a les circuits intégrés qui sont beaucoup de transistors sur une seule puce. 1960, on a le laser. Et tout ça impacte la société, pas avant la fin des années 80 et des années 90. C'est la société, l'information, la communication. Donc des décennies et des décennies et des décennies. L'ordinateur quantique, 1935, l'article Einstein, Podolsky et Rosen. 1964, John Bell démontre que ce débat épistémologique, en fait, on peut le trancher par une expérience. Clauser, 1970, mon expérience, 1980, on met le doigt sur le caractère extraordinaire de l'intrication qui va stimuler un certain nombre de gens. Arthur Eckert, qui a inventé la méthode de cryptographie que je vous ai décrite tout à l'heure, il a écrit son article en 90. Et il est venu me dire, c'est en lisant ton article que j'ai eu l'idée. Donc, vous voyez, et on n'a encore pas d'application courante. Peut-être qu'on va en avoir une, mais on n'a pas encore. Donc, ne nous excitons pas. En revanche, ce que je crois, surtout pour des entreprises petites et moyennes, c'est qu'il faut absolument qu'elles soient motivées. Elles vont forcément trouver dans les gens qui sont, dans leurs employés, certains qui sont intéressés dans le quantique. Et ceux-là, il faut les aider à suivre ce qui se passe en utilisant les possibilités de la formation permanente. J'ai entendu que le MEDEF a fait un tour de France de l'IA. Mais je vais fortement vous encourager à faire la même chose pour le quantique, de façon à ce que les gens ne soient pas totalement dépourvus. Ils ne vont pas tous acheter un ordinateur quantique Pascal, il ne faut pas y compter. Mais par contre, qu'ils ne soient pas totalement dépourvus, parce qu'on peut, à n'importe quel moment, avoir d'un seul coup une rupture. Et là, il ne faut pas que les gens le prennent dans la figure. Donc moi, ce que j'ai entendu, je ne savais pas ça en venant ici, mais je vous ai entendu tout à l'heure, ce Tour de France de l'IA me dit, mais c'est exactement ça que vous devez faire pour le quantique. Vous devez aller sensibiliser les gens, les entreprises moyennes qui ont un nombre un peu plus conséquent d'employés. Il faut qu'il y en ait... J'étais chez Saint-Gobain cette semaine, là, on ne parle pas d'une entreprise moyenne. Mais chez Saint-Gobain, c'est pareil, j'ai expliqué, il faut qu'il y ait des gens chez vous qui... Il y a un gars qui a levé le doigt, qui a dit « Mais moi, je suis volontaire, comment on fait ?» Il y avait la DRH qui était là, justement. J'ai dit « Débrouillez-vous avec elle, avec la formation permanente. » Non, mais c'est vrai. Et ça me semble essentiel. Mais pour conclure, parce qu'il me reste encore 40 secondes,
Pour conclure, je dirais que quand on me demande, quand on aura vraiment un ordinateur quantique tel que celui dont on rêve, jusqu'à il y a quelques années, j'avais tendance à dire « je ne verrai pas ça de mon vivant ». Et aujourd'hui, j'ai un certain espoir de le voir de mon vivant pour deux raisons. La première, c'est que les choses avancent plus vite que je ne le pensais. Et la deuxième, c'est que je suis entre les mains de cardiologues qui, je pense, vont bien prolonger ma vie. Voilà. Alors, je suis prêt à continuer aussi longtemps que vous le voulez. Et là, je repris juste à zéro, quand même. C'était une précision mathématique, effectivement, par rapport à ce timer. Un grand merci d'être venu nous éclairer sur tous ces sujets. Je pense qu'effectivement, la lecture de votre livre sera un complément indispensable, parce que j'imagine qu'en une demi-heure, c'était trop court pour tout expliquer. Mais oui. Merci beaucoup pour ce premier panorama sur le quantique.